Je pense que la colonisation était une malédiction, ça c'est clair. Mais elle ne l'est que parce que nous, quand on est maudit, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Quand on a un problème, disons, où les anciens sont fâchés parce que, voilà, nous avons aussi des manières de traiter ces questions-là. Oui, c'est-à-dire que le projet colonial était d'acheter quelques personnes afin que tout le pays se retrouve entre les mains d'abord des Allemands, puis des Français et des Anglais. Donc, il est clair que, en revisitant l'histoire, comme dans la série Our Wishes, que nous découvrons que les chefs Douala ont signé le traité avec les Allemands moyennant ce qu'ils appellent un dash. Donc, à partir du moment où le projet, le Cameroun naît avec, disons, un dash, et qu'à aucun moment, depuis que le Cameroun est né, nous n'avons fait une pause pour se poser la question que quand un pays naît avec le dash, est-ce qu'il ne serait pas possible de revoir justement les fondements même de ce pays? Parce que cette idée de corruption, c'est ça que j'appelle l'article 2. Le fameux article 2, quand on vous nomme. C'est-à-dire que le blanc savait très bien que les petits privilèges vont être ce qui va faire que l'Africain va vendre son frère, va vendre son pays. Et nous continuons avec les petits privilèges. Vous savez très bien que quand vous regardez le dysfonctionnement de notre société, personne n'est là vraiment pour faire le travail. Quand bien même, il y a quand même des bonnes volontés, ce qui prime, quand on fête au village, quand vous avez été nommé, ce n'est pas pour travailler. On fête parce qu'il y a les privilèges, le fameux article 2. Donc je crois qu'entre le DASH et l'article 2, pour moi, il n'y a qu'un pas. Le temps a passé, mais au fond, nous sommes restés un peuple de corrompus. Vous savez, les Noirs américains, les Noirs d'Amérique, parce que je viens de passer du temps en Colombie, nous regardent comme des gens qui les ont vendus. Et ça ne nous dit rien. On n'essaye même pas de laver cette malédiction dont vous parlez. C'est-à-dire que ça ne nous gêne pas. Et nous perpétuons tout ça comme ça. On vous dit que, et toi, mais qui à Yaoundé, c'était une histoire de traîtrise. Que voilà, oui, un tel allait trahir un autre, les Allemands sont venus tuer tout le monde. Mais ça ne nous dérange pas. On a poursuivi avec les traîtres. Et vous savez que la traîtrise, finalement, a toujours payé. C'est difficile d'avoir un pays de héros ou de gens qui vont œuvrer pour le bien collectif quand il n'y a que les traîtres qui ont toujours été récompensés depuis l'époque coloniale. J'ai le sentiment tout simplement que nous n'articulons pas aux politiques, disons aux institutions, à la machine en place, nos desiderata, c'est-à-dire que nos vœux. J'ai l'impression que nous sommes toujours dans la côté. Nous sommes toujours on rencontre un ministre, il est content de nous voir, de voir nos films, d'écouter nos musiques, on rigole un peu avec lui, on lui dit qu'on souffre, il nous balance une petite somme d'argent et puis on continue comme si nous n'étions pas des acteurs de la vie civile, de la vie politique du pays. En fait, nous sommes à côté. En fait, nous sommes un peu des gens qui sont là pour décorer. En fait, finalement, quand les gens ont fini de faire des choses sérieuses, on nous appelle. Donc, je me suis dit qu'il faudrait quand même, à un moment donné, trouver une façon, sans quitter notre domaine, d'être beaucoup plus précis et clair pour voir comment nous pouvons agir dans le système politique en place, quel qu'il soit, même dans son imperfection. Donc, mon idée était de proposer ce que j'ai appelé un pacte culturel. Un pacte, c'est-à-dire à tous les candidats, que les candidats disent exactement qu'eux, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses pour la culture. Donc, c'est ces 7 choses-là qui ont été les points de mon pacte culturel. Donc, nous savons par exemple que à ce jour, nous n'avons pas de politique culturelle. On n'a pas un cadre, en fait, qui définit le statut de l'artiste. Sa retraite, son chômage, toutes les petites choses que l'un fonctionnaire a. C'est-à-dire que le blanc a créé l'administration pour servir, pour l'aider à organiser ce qu'il avait à faire. Nous sommes venus continuer cette administration sans forcément changer le logiciel, puisque la police du blanc était pour mater les noirs, maintenant la police du noir, c'est pour mater encore le noir. Enfin, on n'a pas changé grand-chose. Notre police n'est pas pour aller attaquer les blancs, notre armée n'est pas pour aller faire la guerre aux colons. Donc, je veux dire, on a gardé, pour les petits privilèges, donc, disons, la structure. Et puis maintenant, moi je me suis dit, si on faisait ce qu'on a fait pour l'administration, pour la culture, on crée un système à côté pour l'art, la culture, parce que c'est nous. Donc, on se dit,
il y a un fonctionnaire, oui, l'artiste aussi aura un statut, voilà, on crée des mairies, on peut aussi construire des salles de spectacle, on fait exactement ce qu'on a fait pour l'administration, qui était dans le but, donc, oui, de faire des papiers, tout ça, et que nous aussi, on va essayer à côté, voilà. Donc, une chose simple, hein, je ne vais pas tout citer ce qu'il y a dans le pacte, c'était par exemple que les ambassades servent de centre culturel. Centre culturel français, c'est là-bas, c'est le seul endroit où je pouvais montrer mon film, hein, à un moment donné, hein, centre culturel allemand. Hein. J'ai dit, mais on a des ambassades, on a de très jolies ambassades, hein, des bâtiments. Vous voyez l'Institut Goethe, là, c'est une villa. Hein. Vous voyez le nom de villa qu'il y a à Yaoundé. Hein. Donc c'est une villa et ils décident que nous, on va venir faire la promotion de notre culture et même de la vôtre dans cette petite villa. Il n'y a pas de maison pour les artistes. Hein. En général. Donc, tous les ambassades, hein, l'ambassade à Paris, c'est un joyau. Hein, donc, on s'est dit, on peut tout simplement dire, hein, on peut, même le soir, quand il n'y a personne, on transforme ça en centre culturel. Hein. Donc, ça veut dire que les artistes camerounais peuvent faire une tournée mondiale hein, et vivre un peu de leur art, hein, alors que c'est ce que les Français font. Hein. Au fond, c'est pas pour nous, ils nous accordent 10% de la programmation, mais le gros est pour que les artistes et les œuvres françaises puissent circuler de par le monde. Donc ça, c'était un des points. Un autre point, par exemple, c'était l'idée de l'écriture. Je disais que mais c'est quand même une honte hein, qu'on a une écriture, un alphabet de Njoya qui, pour beaucoup d'experts, est bien meilleur que l'alphabet chinois. Hein. Donc, inventé hein, il y a déjà un bout de temps, on n'enseigne pas ça aux enfants. Bon, nous on est foutus, on n'apprendra plus ça. Mais on prend un enfant, on lui dit tu fais comme ça, et puis voilà. Donc, on parle que de l'alphabet. Donc, des petites choses comme ça qui sont quand même des patrimoines de l'humanité, hein, en fait. Mais nous-mêmes, on est assis dessus, hein, et regarde comment on les gère, en fait. Donc, il y avait 7 points, par exemple, il y a, je crois que c'était, je ne sais pas dans quel pays, au Tchad, où pour chaque appel téléphonique, ils prennent 5 francs pour la culture. Chaque appel, hein, ils prennent 5 francs. Vous chargez ils prennent 5 francs à mettre de côté pour la culture. Donc ils ont des milliards, hein. Bon, je crois qu'après ils ont eu des problèmes, mais ils étaient en train de financer la culture. Je crois qu'ils ont eu des problèmes avec le pétrole, donc du coup, je crois que c'est devenu juste une taxe. Mais quand même, l'idée qu'on essaie de trouver des petites solutions. Vous savez, le Cameroun est le seul pays hein, où quelqu'un fait une photo. Par exemple, une société étrangère hein, fait une photo ailleurs et vient la coller au Cameroun. En France, si vous voulez faire une publicité, par exemple, le photographe doit être français, l'acteur dans la photo doit être français, le maquilleur dans la photo doit être français. Tout le monde dans la chaîne doit être français, sinon on ne va pas afficher cette photo-là. Vous comprenez donc que l'argent de la culture est là, sauf qu'il est spolié parce que les dirigeants ne font rien. Donc c'était des petits points comme ça où il était important quand même de dire que arrêtez de nous vendre, en fait, de nous traiter comme rien, alors qu'on ne vous demande pas forcément plus d'investissement, juste de faire votre travail proprement, quoi. Dans le couple art et politique, la personne que j'aime le plus, c'est Fela. Fela, avant que personne dans le monde ne dise que les gouvernements africains étaient corrompus, il le disait. Et on l'arrêtait. Il a payé, même je crois sa mère a été tuée. Donc il disait que le gouvernement militaire n'est pas bon. Fela disait que les peuples africains c'est des zombies. Il a tout dit. Vous prenez, on a regardé à peu près 15 chansons, il avait tout vu venir. Fela donc était un artiste. Mais nous aimons toujours danser Chakara, Fela, Lady, toutes ces chansons-là. Mais quand même, il y avait un message. Il y avait un message. Nous sommes un peuple qui a besoin d'être réveillé, parce qu'on nous a endormis, on continue à nous endormir. Nous avons un peuple qui a besoin d'un sursaut, en fait. Fela a essayé, avec sa musique, et avec tout son être, avec toute sa vie, de réveiller ce peuple africain auquel il croit, auquel il appartient et qui a tellement à offrir. Aujourd'hui, Fela est joué à Broadway. C'est-à-dire que c'est devenu une pièce de théâtre à Broadway, en fait. Ce qui est quand même une marque de reconnaissance unique, malgré le fait qu'il n'était pas dans une grosse maison de disques, qu'il n'avait pas... C'est-à-dire qu'il était dans son shrine avec ses danseuses et essayait de créer un modèle économique pour l'artiste, en fait. Tout en chantant ce qu'il fallait dire pour que l'Afrique évolue et chante. Donc j'aime beaucoup Fela parce que justement il est un peu un modèle quelque part dans cette tentative et avec surtout le degré de répression qu'il a vécu. D'ailleurs, il y a une nouvelle thèse qui dit qu'il a été tué en fait, contrairement à ce qu'on nous a dit. Mais toujours est-il que cette
ce niveau d'énergie et de volonté et d'amour pour son peuple, en fait, je trouve qu'il résume un peu comment l'artiste, dans son rôle, en fait, dans la société, j'ai pas envie de dire engagement politique, parce que quand on dit engagement politique, c'est comme s'il a choisi un camp contre un autre. Il a choisi le peuple, il a choisi les Africains. Et il a lutté contre ceux qui veulent réduire l'Africain, y compris quand c'était les Africains eux-mêmes. Donc, ce n'est pas la politique politicienne dont il s'agit quand il s'agit pour moi de l'art, de la culture. Il s'agit tout simplement de permettre l'émancipation, tu vois, des gens qu'on a voulu aliéner et qu'on continue d'exploiter. Voilà. Bon, moi je suis parti d'une idée en faisant le film Le Président. Très long régime au Congo, 20 ans de guerre. Très long régime en Côte d'Ivoire, 20 ans, enfin je sais pas, de guerre. Donc, les régimes longs donnent la stabilité, certes, mais hypothèquent aussi l'avenir. Donc c'était mon constat de départ. Donc je me suis dit, le cinéma ne devrait pas attendre. Il peut peut-être qu'il lui aussi commence à dire des choses avant qu'elles n'arrivent. Donc, dans mon idée, c'était de dire, ce long règne a un effet psychologique évident. Ce n'est plus l'État qu'on craint, c'est l'homme qu'on craint. On voit bien d'ailleurs, personne ne respecte la Constitution, tout le monde manipule, tout le monde joue, mais on a peur de celui qui a la signature. C'est tout. Donc, et quand il s'en va, il n'y a pas d'État. C'est le chaos, voilà. Donc c'est exactement ça. Donc c'est ça donc que j'évoquais dans l'idée d'imaginer que ce long règne qui profite à beaucoup de gens, parce qu'il est aussi la paix, il était, parce qu'avant la guerre du Nosso, mais la paix, la stabilité, donc la prospérité aussi, peut avoir un revers, donc un effet boomerang. Donc c'est de là que part l'idée de faire un film là-dessus. Maintenant, vous me demandez d'être un scénariste, l'idée de l'alternance. C'est-à-dire que je me projette, en fait. Ce que je pense, c'est que à l'heure actuelle, la personne qui a fait son coming out, disons, c'est Maurice Kamto, un coming out le plus, disons, le plus avancé, au point de défier Paul Biya à une élection. Donc, Paul Biya qui l'a servi, bon voilà. Il a fait son coming out. J'ai envie de dire que tous les autres qui auraient voulu faire leur coming out le détestent parce qu'il est sorti le premier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui sont là, tapis dans l'ombre, qui sont dans le régime, qui aimeraient remplacer Paul Biya. Mais ils n'ont pas eu l'audace, le courage qu'a eu Maurice Kamto de se lancer. Il en a payé le prix en faisant la prison, etc., etc. Donc, je pense qu'on tend à oublier tout cela quand on parle d'alternance. De tous ceux qui aimeraient, par tous les moyens, remplacer Paul Biya, mais qui n'ont pas encore fait leur coming out. Et pour moi, je pense à eux parce que c'est ce que je crains, en fait. C'est-à-dire que quand on voit l'acharnement avec lequel c'est des boulimiques du pouvoir, il n'y a pas ces hommes forts, comme on les appelle. Il n'y a pas un village où vous ne voyez pas la même personne, ministre, chef du parti, ils prennent les chefferies traditionnelles, homme d'affaires, sa femme, ses enfants, de tous les marchés publics, professeurs, ils veulent tout. Et quand vous imaginez qu'on est plus nombreux aujourd'hui avec des enfants qui n'ont rien, et que ces hommes forts agrègent tout ce qui peut exister comme ressources, comme pouvoir, comme levier qui leur permettent de devenir encore plus gros, en fait. Vous vous dites, donc, la nuit des longs couteaux entre ces hommes forts-là, pour moi, se prépare. Parce que je ne vois pas comment, avec ce tel acharnement, à bouffer tout, ils vont laisser. Paul Biya semble encore être le compromis, que tant qu'il est là, bon, on est calme. C'est lui qui nous a nommés, nous sommes ses créatures, comme dirait l'autre. Mais je pense que, une fois que disons, les cartes seront jetées, vous verrez qu'il y aura, pour moi, un affrontement tellement important entre les différents hommes forts que je crains le chaos. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais dit ça pendant l'élection précédente. Je me disais que
on allait faire un peu comme au Congo. C'est-à-dire que Kamto se présente, il a gagné, n'a pas gagné. Le camp d'en face se désiste pour permettre une alternance pacifique par les urnes, quelque part, sans que lui aussi qui gagne les élections aille trop loin dans une espèce de chasse aux sorcières, mais qui est une espèce d'entente où la victime, celui qui perd l'élection, est consentante, quelque part, pour permettre, pour une fois, à l'institution de fonctionner et qu'il y ait une alternance. C'est-à-dire que nous sommes quand même un pays qui n'a jamais choisi de président. Donc, l'intelligence, pour moi, aurait été d'essayer quand même, au bout d'un si long règne, en fait, de trouver une porte de sortie démocratique pour que, même si c'est du théâtre, que ce soit quand même un petit exercice disons, démocratique qui se présente aux Camerounais. Bon, cette idée, évidemment, est très loin d'être possible dans le contexte camerounais. Et donc, pour moi, il devient presque évident que là où nous allons actuellement, pour moi, cette nuit des longs couteaux est inévitable. Et je pense qu'on ressent déjà ça dans les petites guerres d'un petit niveau où on sait très bien que c'est des guerres de clans qui ont lieu. Bonne question. Chez nous, au cinéma, on dit qu'on ne parle pas de projets tant qu'ils ne sont pas faits parce qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour écouter les projets et s'assurer qu'ils ne se font pas. Bon, ça c'est un peu... Mais j'ai envie de dire que là, je viens de terminer un film sur la Colombie. Et ça, c'était aussi une expérience intéressante parce que je suis allé un peu à la rencontre des Noirs de Colombie, donc nos frères. Et quand vous savez qu'ils sont partis à 500 ans, surtout dans le côté pacifique, c'est-à-dire qu'ils regardent carrément l'autre côté, et ceux qui sont allés travailler l'or. Quand vous voyez le château de Versailles, tout l'or vient de Colombie, par exemple, travaillé par les Noirs, mais d'ici, c'est-à-dire qu'ils viennent du Cameroun, Congo, c'est-à-dire que quand je marche là-bas, personne ne pense que je suis étranger, seulement mon mauvais espagnol qui va me trahir. Donc, juste pour dire que ce film-là, qui va sortir là, en fait, m'a donné envie, a permis de comprendre une chose. Nous sommes les privilégiés par rapport à eux d'être ici. Parce que pour eux, l'Afrique, je ne sais même pas comment présenter ça. Juste pour donner quelques exemples. Tous te disent que quand le Cameroun joue contre la Colombie, ils sont partagés. Entre supporter le Cameroun et supporter la Colombie. Quand ils ont entendu que Shakira, qui est colombienne, a repris le Zangalewa, ils ont dit qu'elle a volé leur chanson. Qu'elle a volé leur chanson. Et ils n'aiment pas Shakira. Donc tu comprends un peu, manger le manioc, pour eux ils appellent ça la résistance. 500 ans plus tard, se tresser, c'est la résistance. Parce que tout ça a une histoire. Les tresses là, ils utilisaient ça comme carte quand ils fuyaient les blancs. Les pourchassaient. Donc se tresser a un autre sens pour eux. Quand je suis arrivé là-bas, dans le petit village des Noirs, parce que les Noirs ne sont pas partout, ils sont du côté Atlantique et du côté Pacifique. Dans le petit village, là, il n'y a pas d'hôtel. On dort chez les gens. Et celui chez qui je devais dormir, on l'appelait Kunta Kinte. Il s'est mis à genoux pour dire un Africain va dormir chez moi ce soir. Vraiment. Et avant que je pose ma valise, il a commencé à me chanter toutes les chansons congolaises, espérant que je comprends. Et il les connaissait toutes. Il m'a raconté l'histoire de Nico Mbarga, de la fille de Nico Mbarga, que je ne connaissais pas. Mais tout. Je me suis dit, il y a aussi un autre. Donc je marche comme ça dans la rue, il vient en moto. On lui dit, il dit bonjour à un Africain et tout. Il éteint le moteur de sa moto, il descend. Il me dit, il faut que vous nous aidiez. On doit retrouver nos noms. Tu vois, évidemment, tu es non seulement désemparé, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne peux rien faire pour ça, mais au moins, tu sens vraiment que le peu d'Afrique que nous avons, nous sommes presque chiches ou égoïstes de cette Afrique-là, alors que pendant 500 ans, c'est ça qui les fait rêver, c'est pour ça qu'ils vivent. Je suis allé dans un coin où
On me dit, ah, la femme là est sorcière dans un village. Et je ris, je dis, même jusqu'ici à la sorcellerie. Et ils disent que c'est grave, que même quand tu te casses le bras, ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, ils font ça, tout ça. Donc, je me suis dit, peut-être que c'est eux qui ont gardé un brin d'Afrique. Que nous, évidemment, à une vitesse grand V, nous jetons, et que peut-être qu'ils ont encore des choses d'Africains que nous n'avons plus. J'ai l'impression que nous ne faisons pas ce qu'il faut. Il n'y a pas de consulat d'aucun pays d'Afrique noire là-bas. Personne ne s'intéresse à eux. Ils ont eu 52 ans de guerre. Donc pour venir ici, il y a une maman qui me demande, le billet d'avion pour arriver ici, là, c'était combien? Le Cameroun. C'était 1 million. Je me dis, ça veut dire que je ne verrai jamais l'Afrique. Donc, ce que nous faisons de nos gens, parce que c'est nos gens, c'est nous, ça m'a fait honte. Et puis, l'autre chose, c'est que je ne leur ai jamais dit ce qui se passe au Cameroun de mauvais. Parce que c'est comme les tuer 2 fois. Je ne peux pas dire que y a ceci, cela, la politique, je ne peux pas. Donc ça m'a un peu amené aussi à voir qu'il faut commencer à voir les choses autrement. Parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, comme je dis. Et le pire, c'est que c'est nos frères, c'est-à-dire qu'on a été séparés. Et que nous nous comportons avec beaucoup de désinvolture, de négligence de ce que nous avons. Et donc ce film-là, en fait, bon, c'est aussi un film expérimental, hein, parce que est-ce que c'est de l'ethnologie, est-ce qu'on est ethnologue de sa propre tribu? Ben, j'ai fait un peu de reconstitution historique, parce qu'ils ont des héros là-bas qui ont lutté. Le premier territoire libre en Amérique du Nord des Noirs, c'était quoi, 1700? Non, je ne sais plus. Hein, c'était là-bas. La première fois que les gars libèrent un peu, le roi d'Espagne a dit que non, laissez-les tranquilles. Donc un pays indépendant, c'était là-bas. Donc j'ai dû faire une partie de reconstitution historique. Donc on a refait un peu l'époque. J'ai fait une partie un peu documentaire, genre un peu ethnologue quand même, parce que je vais là-bas, je découvre, je vais dans la forêt pour voir que si ça forêt, et ça ressemble. Je reconnais un peu les arbres qu'il y a là-bas avec ici, bref, c'est des choses différentes. Bon, tout ça, je ne peux pas faire comme si, voilà. Donc tout ce qui m'a intéressé, j'ai essayé de. Donc voilà, donc c'est un peu mon nouveau film, donc je devrais sortir après le corona.